lundi au vendredi à 21h sur People 24, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous. Nous, on se fait un plaisir de vous accueillir ici parce que ça nous permet de débattre comme ça avec les téléspectateurs au sujet de l'actualité média, de l'actualité également du web, quel que soit le fait ou même un fait divers qui est passé dans les médias et vous voulez en débattre, en parler avec nous, et bien vous vous inscrivez tout simplement sur notre site internet à l'adresse www.people24.tv. Vous allez comme ça dans la rubrique casting et vous vous laissez guider. Vous allez voir, il y a plusieurs émissions auxquelles vous pouvez participer et nous, ça nous fera un plaisir de vous accueillir ici sur nos plateaux, précisément à la fin de l'émission. Vous le savez, après nos différents débats, vous découvrez également le hit de la télé-réalité, le fameux classement qui mesure l'audience des personnages de la télé-réalité les plus populaires auprès des Français. Ce classement, vous le savez, il a un objectif, aider notamment les marques qui font du placement produit à choisir le bon candidat. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnalités autour de la télé-réalité étaient très suivies sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'une marque, par exemple, fait du placement de produit auprès d'une personnalité qui est très suivie, mais en fait qui est détestée par une majorité des personnes qui la suivent, avouez que la marque, c'est problématique pour elle. Et bien comme ça, désormais, il va y avoir une bible qui s'appelle tout simplement le hit de la télé-réalité et vous êtes sûr qu'au travers des personnes qui sont classées sur ce classement, et bien c'est pondéré par des professionnels des médias, donc ça vous permet d'avoir une opinion un peu plus professionnelle de ces différents personnages. Précisément, vous êtes ici dans le tribunal de la télé-réalité, je vais donner la parole à notre ami Sébastien. Bonsoir Sébastien, comment ça va ? Ça va. Alors Sébastien, avant que vous posiez votre question, moi je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous faites. Donc vous, si j'ai bien compris, vous nous avez indiqué que vous étiez booker. C'est ça, exactement. Booker, pour comment vous l'expliquez, comment vous expliqueriez aux téléspectateurs en quoi consiste ce métier précisément? Parce que ça fait partie de ces nouveaux métiers qu'il y a. Alors, un nouveau métier, non, parce que moi ça fait 8 ans, j'ai mon agence qui s'appelle People Actus. Et en fait, booker, c'est tout simplement organisateur de soirées où on fait du placement en club ou pour des événements des candidats de télé-réalité pour qu'ils puissent rencontrer leurs fans. Alors vous êtes exclusivement dans la télé-réalité parce qu'il y a des bookers qui font venir tout simplement des artistes, des chanteurs, des comédiens, etc. Vous êtes spécialisé exclusivement en télé-réalité? Alors que la télé-réalité et aussi les artistes de The Voice Belgique. D'accord. Voilà. Alors quand par exemple vous bookez un artiste de la télé-réalité, moi je me fais tout bête là, je vais vous poser une question futile, mais comment ça se passe concrètement? Parce qu'on sait que par exemple l'immense majorité d'entre eux sont en exclusivité avec une dame qui s'appelle Magali Berda. Donc comment vous faites-vous pour réussir à avoir les candidats de télé-réalité qui font partie de ce catalogue-là? Alors beaucoup d'entre eux sont en partenariat avec Magali, mais plus pour les placements de produits, parce que Magali fait beaucoup moins de booking. Maintenant, moi j'ai les contacts directs, soit ils me contactent directement par WhatsApp ou Instagram maintenant, ils demandent mon numéro à d'autres, vu que maintenant je commence à être connu par certains candidats et vu que j'ai un bon réseau, un bon profil aussi et que je commence à être reconnu en Belgique. Il faut savoir que j'ai reçu quand même 2 prix de meilleur booker en Belgique par le magazine Public. Et après, tout simplement, nous on prend contact avec eux, on écoute un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, on écoute un peu leurs tarifs, leurs prestations qu'ils nous proposent aussi parce que alors attendez, on est dans une émission média, donc là vous dites les tarifs, les prestations qu'ils nous proposent, c'est quoi justement ces tarifs en règle générale? On va dire les tarifs les plus bas. Sans nous dire un tel prend un tel, donnez-nous des fourchettes à peu près. On va dire les tarifs les plus bas sont à 400 € et après on a les tarifs les plus chers à 5 000 €. C'est-à-dire que pour aller dans un club, aujourd'hui un candidat de télé-réalité le moins connu va quand même prendre 400 €. Oui, D'accord. Et les plus connus peuvent aller jusqu'à 5 000 €. Après, je prends l'exemple d'Adixia qui est un peu plus cher ou même Paga parce qu'ils mixent. Ils vont pas juste faire des séances photos. Ils viennent faire un set carrément. Ils viennent faire un set. Après, il y a des artistes qui sont chanteurs comme Aurélie Preston qui va venir faire un show, un showcase. Donc voilà. Mais non, ça dépend un petit peu ce qu'ils nous proposent. On écoute et puis on vend au club de nuit. Et ça fait 8 ans que je fais ça et ça marche très bien. D'accord. Et vous arrivez à organiser combien de prestations avec des gens de télé-réalité en règle? C'est systématiquement tous les mois, tous les 2-3 mois? Non, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines? Après, c'est plus calme juillet-août. Donc juillet-août, je me consacre vraiment sur les concerts d'été avec des artistes chanteurs à ce moment-là. D'accord. Mais sinon, après, là, c'est la période des fêtes, donc c'est vraiment les grosses périodes. Et après, les vacances scolaires. Ça, vu que ça attire un public un peu plus jeune en boîte de nuit. Il faut savoir que nous, en Belgique, les boîtes de nuit sont autorisées à 16 ans. Donc voilà, le public suit. Et ils ont la chance. Après, en France ou même en Suisse, c'est un peu plus strict au niveau de l'âge. Souvent, c'est du 18 ans. Mais écoutez, Sébastien, en tous les cas, merci de cette présentation. Regardez ce qu'on va faire. On va afficher vos réseaux sociaux immédiatement comme ça, nos téléspectateurs ou même des professionnels qui veulent travailler avec Sébastien. Et voilà, vous savez comment le contacter. Merci en tous les cas, Sébastien, d'être venu de Belgique.
et de nous avoir exposé précisément en quoi consiste votre métier. C'est ce que j'aime dans cette émission parce que on a reçu des attachés de presse, on reçoit des candidats de télé-réalité, on reçoit des gens qui travaillent autour des médias et puis c'était très intéressant, je trouve, d'avoir également le point de vue d'un booker. Alors précisément maintenant, Sébastien, de quoi vous voulez nous parler dans l'émission? Alors je voudrais vous parler de Faustine. Donc ceux qui suivent sa page sur les réseaux sociaux, c'est Faustine Musique, qui avait été découverte à la 6e saison de la Star Academy et qui depuis quelques années maintenant souffre d'une maladie rare et qu'on en parle peu, et ça me choque. Ça porte un nom mais je le connais plus par cœur parce que c'est hyper compliqué. C'est la fatigue chronique. Donc c'est une maladie sur la fatigue qui tue petit à petit l'être humain, et quand on regarde ses lives, c'est vrai que c'est hyper émouvant, et moi ça me touche ce qu'elle vit parce que je l'ai connue, elle avait 16 ans, elle était pétillante, elle était fraîche, et maintenant on la voit, elle sait même plus marcher, elle sait même plus manger toute seule. Et ici récemment sa sœur a mis un message comme quoi elle avait décidé d'aller en Belgique pour mettre fin à sa vie parce qu'elle souffrait plus de la maladie et de plus pouvoir réaliser ses rêves, que c'était trop dur pour elle. Et voilà, moi je voulais en parler parce que c'est un sujet qu'on n'en parle pas assez, et après les gens critiquent le fait qu'elle fait des lives et qu'elle raconte elle-même sa maladie pour en faire parler et essayer de faire avancer les recherches. Malheureusement, je trouve que c'est un sujet qu'on n'en parle pas trop, et c'est pour ça que je voulais un petit peu... D'accord, c'est terrible d'applaudir dans ces conditions-là, mais je vous remercie en tous les cas, Séba, de mettre ce sujet en débat dans le tribunal de la télé. Précisément, donc c'était une candidate qui avait fait donc la Star Academy et donc qui veut se faire euthanasier en Belgique parce qu'elle ne supporte plus sa maladie. Et il y a des gens qui la critiquent sur les réseaux sociaux parce qu'elle a informé le public de cela. Oui. D'accord. Parce que c'est sa sœur qui a mis le message, parce que Faustine l'a pas mis, elle a juste répondu au message de sa sœur. Maintenant, c'est vrai que sur Twitter, vu que c'est un réseau où elle n'a pas, c'est vrai que les gens peuvent l'attaquer. Après, moi, je trouve que c'est... Non, mais les haters, là, il y a un moment quand même, il faut... Enfin, ça croit qu'il n'y a même plus de part d'humanité, quoi. Non, et puis la critique, ok, mais vous imaginez le degré de souffrance qu'elle a pour décider de mettre fin à ses jours. Donc, il y a un moment où les haters, il faut aussi qu'ils se calment, quoi. Donc, écoutez, on va tous en parler. Moi, je voudrais savoir, Kenza, est-ce que vous étiez au courant de cette situation concernant Faustine de la Starac? Pas du tout. Déjà, je la connais pas en tant que candidate. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous révéler Séba dans l'émission? Ça me touche forcément. Qui va dire le contraire? C'est très triste. Après, c'est sa décision. Donc, je vois pas ce qu'on peut en dire de plus. En soi, c'est triste. D'accord. Adrien, est-ce que c'est toujours cette même problématique, hein? La France interdit l'euthanasie. Le fait de devoir comme ça partir dans un autre pays, même si ce sont nos voisins, les Belges, est-ce que c'est pas problématique? Est-ce que vous pensez pas qu'au niveau législatif, on devrait faire avancer cette cause? Si, tout à fait, parce que il y a ce cas-là, mais ça se pose pour plein d'autres cas. Il y a plein de maladies qui font que plein de gens finissent leur vie en étant des légumes, en n'étant plus autonomes, et c'est insupportable pour eux et parfois même plus pour la famille. Donc je trouve que il devrait y avoir des lois qui puissent permettre de... Après, il faut que ça soit bien encadré pour pas qu'il y ait d'abus, je dirais, mais il devrait y avoir des lois qui permettraient ce genre de choses. D'accord. Mouna, vous pensez quoi de ce débat? En fait, ça me touche dans le sens où il y a une période de ma vie, j'avais vécu un petit peu la même situation qu'elle, mais moi, je suis pas vraiment dans son cas. Donc, quand on entend ça, on se dit, mais où sont les associations qui aident? Où sont les organismes qui peuvent lui venir en aide? C'est ça qu'on se demande, c'est ça qu'on se pose en tout cas. Alors là, la question ce serait, est-ce qu'elle a fait appel à ces associations aussi? Mais je pense que maintenant que ça commence à se savoir par le biais des réseaux sociaux, espérons effectivement qu'elle puisse avoir également de l'aide. Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose? En parlant des associations, il n'y en a qu'une en France, et je vous partagerai le lien d'ailleurs, mais il n'y en a qu'une qui défend la cause. Malheureusement, elle n'est pas connue parce que personne ne s'intéresse. Vous savez quoi? Regardez, tac, et c'est ça la magie de la télé, le lien est actuellement en train de s'afficher pour les personnes qui suivent l'émission et qui souhaiteraient être aidées dans le cadre de ce genre de situation. Benjamin, je vous vois tout attentif. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce par rapport aux critiques, aux haters qui la critiquent par rapport à sa maladie. On a pu voir aussi Tom, il n'y a pas longtemps, dans la télé-réalité, qui est mort. Et j'ai vu sur son dernier post Instagram tous les haters qui commentent, mais de façon virulente. Enfin, je me dis, ils n'ont pas de cœur. Moi, ils font que ça de leur vie, en fait. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils font que ça.
critiquer sur les réseaux sociaux. Donc, Alors Mouna, vous dites c'était horrible. Vous avez lu certaines de ces critiques vis-à-vis de Tom qui vous ont choqué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je regarde tous les jours l'actualité en fait. Et j'avais vu qu'un candidat de la télé-réalité avait fait un accident et qui a perdu la vue suite à cela. Donc je suis allée sur la page pour essayer de savoir qui c'était. Et quand je suis allée sur sa page, j'ai lu notamment tous les commentaires des haters et j'étais vraiment choquée. Même mort, en fait, on vous laisse pas tranquille. Je peux même pas répéter, c'est tellement horrible. C'est pas possible. Moi, je sais pas. Il devrait y avoir une police du net pour régulariser tout ça. J'ai envie de dire, c'est horrible. D'accord. Alors, Chloé, je vous vois réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Moi, je suis dépassée par la situation. Je suis dépassée par ce genre de personnes qui apparemment n'ont pas assez de vie pour s'occuper de la leur. Je sais pas ce qu'ils gagnent à faire ça, à mettre des commentaires virulents sur des personnes qui ont soit des problèmes, soit des maladies, soit qui sont morts, même sur des personnes vivantes. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, chacun sa vie, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à accepter. Je trouve ça que les deux situations dont on a parlé précédemment sont très tristes, sont très touchantes. Et voilà, ça devrait pas être permis de pouvoir faire ce genre de commentaires ou... D'accord. Alors vous voyez, on parlait de liberté sur les réseaux sociaux, qu'on puisse dire tout ce qu'on pense, etc., etc. Tout à l'heure, dans une autre émission, on parlait notamment du fait que, oui, vous avez voulu faire de la télé-réalité, vous avez voulu être connu, et revers de la médaille. Est-ce que dans des cas comme celui-ci, Kenza, c'est pas quand même excessif? Est-ce que la notoriété, après tout, ils ont certes voulu faire de la télé-réalité, mais subir autant mais bien sûr que si. De toute façon, personne mérite qu'on lui souhaite la mort ou non. Je veux dire, ça reste des personnes. En fait, je pense que la plupart des personnes qui postent ce genre de messages, etc., déjà, ce sont des personnes très très jeunes, déjà qui ne devraient pas forcément avoir accès autant à certains réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a des limites et que justement, les limites de notre génération, elles ne sont plus posées. Du coup, il faudrait régulariser tout ça, c'est sûr que c'est pas possible de souhaiter la mort à quelqu'un. Alors justement, vous voyez, Kenza, là, vous touchez quelque chose de précis. D'ailleurs, Mouna a commencé à en parler il y a un instant. L'Internet, c'est censé être totalement libre. Mais est-ce qu'on ne voit pas quand même de plus en plus de situations qui ne mériteraient pas une forme de cadrage pour limiter, parce que vous voyez par exemple il y a de jeunes gens qui se sentent carrément oppressés, qui finissent par se suicider. Il y a des cas de plusieurs écoliers qui ont subi un harcèlement moral qui a été vraiment excessif. Adrien, qu'est-ce que vous pensez de ces situations? Est-ce que pour vous l'internet ça doit rester l'espace de liberté où on peut faire ce qu'on veut, insulter, etc., ou faudrait quand même se pencher d'un point de vue législatif à tout ça? Bah oui, parce qu'il n'y a pas du tout de réglementation par rapport à ça. C'est plutôt les grands groupes, donc que ce soit Google, Facebook, etc., qui ont la main mise là-dessus. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Pour être très précis, il y a une réglementation. Oui, mais France, vu qu'ils réalité, sont tellement importants au niveau financier que... Premier amendement américain, et étant donné que c'est aux États-Unis que ça se passe, par exemple, quand il y a certaines situations sur Twitter, c'est très difficile pour la police française de faire retirer, même après des plaintes, certaines publications. Donc c'est pas toujours évident. Ils sont tellement importants au niveau financier que c'est très compliqué pour les États actuellement. Et puis, on a vu au niveau de l'Europe, là, il n'y a pas très longtemps, et ça a été décidé de enfin taxer ces grands groupes qui gèrent pour la plupart des réseaux sociaux. Sans payer d'impôts dans les pays où ils font normalement, plus de ça devrait évoluer d'ici là, mais et du coup, on se rend compte que oui, c'est eux qui ont la main mise plus que l'État, alors que normalement, l'État, c'est ce qui est censé gérer par-dessus toutes les organisations ces choses-là. D'accord, je voudrais avoir l'avis de tous nos amis téléspectateurs ici présents sur cette liberté sur Internet. Kenza, vous je pense que comme dans la vraie vie, on a une certaine liberté, mais bien sûr qu'il va y avoir des lois, par exemple, pour interdire de tuer un tel ou un tel. Donc je vois pas pourquoi la liberté, ça ne rentre pas en opposition avec le fait d'avoir des règles. Je veux dire, chacun est libre, certes, jusqu'au moment où ça nuit à quelqu'un d'autre. Donc on peut pas continuer indéfiniment à penser que c'est chacun pour soi et sans penser aux conséquences. Il y a des conséquences, donc oui, ça doit être encadré, bien sûr. D'accord. Benjamin, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, ce que j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que les géants du net, donc Instagram, Facebook, Twitter, ils sont en train d'appliquer des filtres sous les commentaires de certaines photos pour interdire les injures, les violences, verbales. Donc je pense que ça va bouger. Ça existe déjà, ça, un petit peu, mais c'est pas très... Mais là, ça bouge en ce moment. Ça existait pendant un moment, mais... Par exemple, pour les gros mots, ça filtrait, ça supprimait, mais il suffisait de faire une faute d'orthographe et ça passait quand même. Donc c'est en cours, mais il y a encore... D'accord. Mouna, puis ensuite Seba.
Moi, je pense qu'il devrait exister un système qui permettrait de bloquer carrément les personnes les haters, clairement. Comme ça leur ferait réfléchir et ça laisserait tranquille toutes les personnes qui aimeraient s'exposer ou exposer leur vie. Mais vraiment, un système radical qui fait que, voilà, à partir de maintenant, vous êtes bloqué de trucs pendant un temps de période ou un temps donné. Puis, Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, dès qu'on bloque, il suffit de recréer un compte derrière et boum, et c'est reparti. Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je rejoins tout ce que Kenza a dit et je pense qu'elle a tout dit pour ma part. D'accord. Pour ne rien me cacher, j'ai aimé sa conclusion aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé ? Pour moi, je suis pour la liberté, bien sûr, mais contre le lynchage. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est haters et tout ça. Donc voilà, faudrait que ce soit mieux encadré si c'est possible. Ce sera mieux pour tout le monde, je pense. Ben vous le voyez, chers amis téléspectateurs, on est une génération qui aime la liberté et pourtant ils sont demandeurs d'une forme d'encadrement quand même de ce qui se dit sur Internet, parce qu'effectivement des fois c'est assez excessif avec nos amis et avec les haters qui ne sont pas forcément nos amis, mais en tous les cas qui sont des citoyens qui ont une manière de revendiquer qui est bien la leur. C'est ce qu'on va faire, on va immédiatement regarder nos amis les chats. Ça va nous détendre. Ça va nous mettre un peu de bonne humeur. Et ensuite, on revient tranquillement dans le tribunal de Sérieusement, ça n'est pas de la bonne humeur de voir ça. Après avoir parlé de haters, regardez Adrien. Regardez dans quel état ça met. Non mais les chatons. C'est la meilleure transition que j'ai vue de ma vie en télévision. C'est incroyable. On est passé tranquillement par les chatons et ça nous a fait du bien. Mais d'ailleurs, il devrait y avoir ça après les journaux de 20h. Une petite page de chatons pour. Mais moi, je pense que les chatons dans la vie, c'est important. Oui, ça remet du baume au cœur, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des bars à chats justement pour ça. C'est un pouvoir apaisant, c'est vraiment prouvé. Alors, je vais vous faire une révélation. Adrien, je parle jamais de ma vie privée, mais en l'occurrence, moi, j'étais pas du tout animaux de compagnie. Et avec mon ancienne compagne, on avait un chaton. Un chat angora. Vous savez, c'est ces fameux chats tout blancs là, que vous voyez dans la pub d'une célèbre marque de chats tout blanc, etc., avec plein de poils. Mais je vous assure que quand j'ai eu ce chat pendant 5 années, bon après ma compagne on s'est séparés, elle a gardé le chat, je vous assure qu'à la fin c'était comme un membre à part entière de la famille. C'est un truc de dingue. J'aurais jamais cru que j'aurais été attaché à un animal comme à un être vivant comme ça. Ça vous donne une dose d'amour. Je vous jure que le jour où vous aurez un chaton, vous verrez que vous aussi vous serez mort du chat et vous pourrez plus faire autrement, mon cher Adrien. Alors d'ailleurs, oui, je vous justement, si vous aimez les chats et les chiens aussi, ben j'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser après. Eh ben justement, c'est à vous, mon cher Adrien. On enchaîne sur des transitions exceptionnelles. Là, vous avez vu la transition. Fallait la trouver, c'est ça. On vous écoute, Adrien. Alors, attendez, le temps que je retrouve la fiche. On y va. Voilà. Ça vient, ça devrait arriver. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous recherche un travail ? Non, personne. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut changer de travail ? C'est très intéressant. Alors, aux États-Unis, il y a un petit frais de déménagement à prévoir. Il y a un restaurant qui recrute $100 de l'heure, pardon, peut-être pas 1000, $100 de l'heure pour caresser des chiens. Oui. Pour être caresseur de chiens. Pour être caresseur de chiens, tout à fait. Alors, bien sûr, ils embauchent pas n'importe qui. Avec le CV, il faut joindre une petite vidéo démonstrative de vos talents. Et ça se passe aux États-Unis, à Fort Worth. D'accord, on voit que l'accent il a été travaillé. Voilà, je suis un petit peu bilingue. Dans le restaurant Canine Cantina. C'est un deuxième restaurant qui ouvre et il y en a déjà un qui existe depuis 5 ans à Dallas. Juste une question, est-ce qu'il existe une vidéo de ce restaurant à tout hasard ? Peut-être. Bon, dommage. Je vais essayer de trouver. Ça aurait été bien qu'on puisse la montrer. Oui, je vais essayer de trouver. Ça aurait été sympathique. Et du coup, voilà, c'est un restaurant où les chiens peuvent librement circuler dans l'espace. Donc, on va au restaurant, on s'installe tranquillement, on laisse le chien se balader. Et donc, il y a un employé qui est là pour caresser les chiens. Et c'est dans le but de créer un lien entre les animaux et le personnel. C'est quand même un travail assez sympathique. Écoutez, en tout cas, merci de nous informer et de nous faire connaître ce restaurant. Bon, je vais poser la question à nos amis autour de la table. Qui a un animal de compagnie ici autour de la table ?
Benjamin, Sébastien, vous voyez comme ça emmener votre animal de compagnie dans un restaurant spécial chien et qui est une personne spécialement habilitée qui le caresse comme ça pour lui donner de la bonne humeur. Non, je ne vois pas l'emmener, je préfère le caresser moi-même. Tant qu'à faire. Et voilà. Non. Très bien. Benjamin, qu'est-ce que vous pensez de ce restaurant pour chiens comme ça? C'est les États-Unis, toujours plus, toujours en grand. Je pense pas qu'en France, un jour, on verra ça. Mais... Je rigole parce qu'effectivement, c'est la réaction qui vient tout le temps. Ah, mais c'est les Américains. Mais attention, hein, quand ça commence aux États-Unis, ça finit par arriver aussi, ici aussi, souvent. Mouna, vous en pensez quoi? Bah, j'ai pas d'animal de compagnie. Mais l'idée de ce restaurant? Après, voilà, c'est l'Amérique. C'est les States. Ils sont excessifs. Mais moi, je vais vous surprendre, mais moi, je suis persuadé qu'il y a un marché pour ça. Regardez, forcément. par exemple, avant, pour promener son chien, tout le monde promenait son chien. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a maintenant des boîtes spécialisées qui viennent et qui prennent votre chien, qui l'emmènent au boîte de Boulogne, etc. Et il y a ça s'est vraiment professionnalisé. D'ailleurs, il y a des joueurs de foot du PSG qui ont confié leur chien à un dresseur qui les sort comme ça. Et du coup, il a plein de clients maintenant. Donc, il y a tous ces nouveaux métiers, finalement. Ça j'ai été dog-sitter. Ah, vous avez fait ça? Mais bien sûr, j'ai été dog-sitter. Racontez-nous. Le chien de ma voisine, comme ça, quand il partait en vacances, en week-end ou quand j'avais envie, j'allais le promener, c'était génial. Okay. Voilà, puis j'avais mon chien à l'époque, donc je promenais le chien du voisin plus le mien et un autre voisin aussi de temps en temps. Mais entre eux, ils sont pas en train de se chamailler, non, c'était deux vieux chiens, donc ils étaient plus préoccupés à finir la balade ils avaient plus l'âge de se chamailler. Bon, c'est vachement bien. Adrien, on vous applaudit pour nous avoir fait connaître ce restaurant chat-chien un peu particulier. Il n'y a pas d'heure pour la culture. N'est-ce pas? Nous, immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et juste après, on va continuer nos débats. À tout de suite sur People 24.